Comprendre son enfant est l'une des clés qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant. Pourtant, malheureusement, beaucoup de parents ont du mal à cerner la psychologie de leur enfant et ça entraîne parfois des conflits d'ordre intergénérationnel. Aujourd'hui, nous parlons de la psychologie infantile avec Désiré Adjama Kokou, qui est psychologue. Chers auditeurs et auditrices de Radio Djena, de la radio pour tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et nous qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Méchak Niaro, chers invités, bonjour. Bonjour. Bonjour chers invités. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ok. Aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons de la psychologie infantile. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui distingue la psychologie infantile de la psychologie des adultes? Très bien. Merci pour la question. L'enfant, c'est l'être immature qui a besoin de développement. Et il y a des étapes dans son développement. Mais le grand, l'adulte, il est déjà grand. Sa manière de concevoir les choses réelles comme irréelles, sa manière d'interagir avec son monde, son environnement est différente. Dans la psychologie des enfants, ce que l'adulte peut exprimer facilement, l'enfant ne peut l'exprimer. Alors la psychologie des adultes est carrément différente de la psychologie des enfants. D'accord. Donc on peut dire que la psychologie des adultes est une psychologie qui a déjà sa maturité, qui a atteint la maturité. En quelque sorte, puisque pour les enfants, la psychologie des enfants n'est pas trop loin de la psychologie du développement. C'est la psychologie du développement et la psychologie de l'enfant. Les deux matières, elles vont de pair. Ils vont ensemble. En quoi consiste la psychologie du développement? La psychologie du développement, ça s'attaque à toutes les étapes du développement de l'enfant. Les étapes du développement. On sait que l'enfant qui naît, en ce jour, il y a un jour où l'enfant va commencer par téter. Il y a un jour que l'enfant va commencer par s'asseoir. Il y a un jour que l'enfant va commencer par rentrer à quatre pattes. Il y a un jour que l'enfant va commencer par exprimer tout ce qu'il ressent avec le langage. Mais quand l'enfant naît, en même temps, l'enfant n'a pas le langage. Donc, toutes ces étapes, ce sont les étapes du développement de l'enfant. Alors, ces étapes, si une étape ne s'exprime pas bien, l'enfant n'arrive pas à faire le travail qu'il devait faire à cette étape donnée, alors on dit que l'enfant a un retard. Donc, il faudrait que le développement de l'enfant sur un processus, sur des étapes. Et si ces étapes ne sont pas respectées, il y a un problème. Donc, le développement, la psychologie du développement s'occupe rien que du développement. C'est pourquoi je dis que la psychologie de l'enfant n'est pas trop loin de la psychologie du développement. Alors, lorsqu'on parle de la psychologie de façon générale, est-ce qu'on fait uniquement référence à tout ce qui concerne le cerveau, la mentalité, ou ça englobe également le développement et la croissance physique? La psychologie interagit avec tous les domaines de la vie. Exemple, la pédiatrie. Exemple, le dynamisme. Exemple, l'environnement. Exemple, c'est-à-dire que la psychologie s'occupe de tous les domaines de la vie. Quand tu étudies la psychologie, tu vas voir l'interaction. Comme l'homme est toujours en perpétuelle interaction avec tout ce qui l'entoure, la psychologie s'occupe de ça. Comment est-ce que la personne arrive à interagir de manière efficace, équilibrée avec tout ce qui l'entoure? D'accord, donc c'est un mélange, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Quand on parle des étapes de développement de la psychologie, est-ce que cela correspond à des tranches d'âge, à une fourchette d'âge où il n'y a pas de classification? En fait, la psychologie du développement, selon, par exemple, je prends Freud. Oui. Freud a parlé du développement. Il a sa conception. Darwin également a parlé du développement. Il a sa conception. Je prends Jean Piaget. Il a sa conception. Et lui aussi, il a parlé. Mais ces auteurs que je suis en train de citer, eux tous, ils ne sont pas trop loin. Ils se critiquent. Mais c'est pratiquement les mêmes choses que nous, que l'œil qui n'a pas fait la psychologie observe normalement, que ces grands savants aussi ont observé. Mais ils ont observé avec des recherches à l'appui.
Et ils ont proposé des solutions, ils ont proposé des astuces aux parents et au monde. Et comment est-ce que le monde peut utiliser ces astuces-là pour pouvoir donner une très bonne éducation aux enfants pour le monde de demain. D'accord. Alors on va se pencher un peu plus sur les émotions. Parlons des enfants. Quelles sont les émotions les plus ressenties par les enfants? Quand je vais parler des émotions, et là, nous sommes dans le socio-émotionnel. D'accord. Le domaine socio-émotionnel. Quand on parle de socio-émotionnel, il y a les émotions et l'interaction avec le social. Alors, les émotions de base, j'avais dit en temps ici que chaque enfant naît avec les 4 émotions de base. La peur, la tristesse, la joie, la colère. Les 4 émotions de base, l'enfant qui naît aujourd'hui en même temps a ces 4 émotions de base. Et il y a une manière d'exprimer ces émotions de base. Oui. Alors, les enfants qui naissent en même temps, ils n'ont pas toujours la bonne manière d'expression de ces émotions de base. Donc, ils pleurent souvent. Il pleure souvent. L'enfant, peut-être, il a peur, mais il ne commence pas à pleurer. Un étranger qui n'est pas toujours familier à la famille, qui rentre dans la maison et qui veut prendre l'enfant commence pas à pleurer. L'enfant, ce qu'il ressent réellement, c'est la peur. Parce que le figure là, il ne connaissait pas le figure là. Il n'a pas confiance en ce figure qui est là. Alors, aujourd'hui, il faudrait que les parents puissent savoir que ce n'est pas que l'enfant a quelque chose dans son ventre qui le fait pleurer. Oui. Mais peut-être c'est la peur de la personne qui est là. C'est ça qui le fait pleurer. Donc aujourd'hui, il y a plein de trucs qui arrivent sur nos enfants qui sont les expressions de leurs émotions internes. Mais si les parents méconnaissent ces expressions-là, il va toujours avoir des chevauchements dans l'éducation et des retards du développement dans ces enfants. Oui. Vous avez parlé tantôt des 4 émotions de base et on a parlé de la forme d'expression la plus courante qui sont les pleurs. Est-ce que c'est normal dans l'évolution d'un enfant? Peut-être il dépasse l'âge d'être bébé, de téter. Est-ce qu'il est normal pour cet enfant de continuer par pleurer lorsqu'il veut exprimer des émotions? Oui, je crois que avant que le langage de l'enfant ne puisse arriver et que l'enfant puisse exprimer clairement que maman j'ai faim, la seule manière d'expression de ce que l'enfant reçoit et ressent en lui-même, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Puisque quand l'enfant va commencer par pleurer, là, maman doit commencer par se questionner, ou bien le papa, ou bien cette figure qui est présente doit commencer par se questionner pourquoi mon enfant est en train de pleurer en ce moment. Alors, tout ce que tu interagis avec ton enfant depuis des années ou bien depuis des mois, ça va te permettre de voir réellement le besoin présent, de commencer par explorer les cœurs requins de fou et se poser la question pourquoi il vient de se doucher, l'enfant vient de se doucher. Est-ce qu'il devait avoir chaud en ce moment? Non. En principe, non. Et est-ce que l'enfant a fait des selles? Il n'a pas encore mangé. Est-ce qu'il pouvait faire les selles qui vont constituer une gêne pour l'enfant en ce moment? Alors quand la maman va commencer par se questionner, la maman saura que peut-être l'enfant réclame de la nourriture. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, il est très impératif que les parents puissent connaître ces choses-là pour savoir comment interagir efficacement avec leur enfant. Maintenant, si après 7, 8, 9, 10 ans, que ce soit la joie, la tristesse, peut-être la surprise, l'enfant le manifeste toujours par des pleurs, est-ce que c'est anormal? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Et ça qu'on appelle parfois, en psychologie, on appelle ça fixation. Fixation. Oui, fixation. Et quand l'enfant est fixé à un point donné dans son développement, à l'âge adulte, l'enfant va exprimer ça par la répulsion. Et comment cette répulsion se manifeste? C'est de ça tu es en train de parler. C'est-à-dire que la fixation, c'est que à 6 mois, l'enfant devait commencer par
pousser ses premiers dents Oui. à 6 mois, normalement. Peut-être à 7 mois, l'enfant devait commencer par faire s'asseoir ou bien et commencer par poser les premiers pas. Alors, quand l'enfant n'a pas fait ça, l'enfant est toujours à terre jusqu'à 1 an, 1 an et demi, 2 ans. On appelle fixation. Au stade anal, le stade anal commence déjà à partir de... Et c'est entre 1 an et 2 ans. Le stade anal, c'est que, arrivé à un instant, tout ce que l'enfant ressent. Et quand l'enfant fait du caca, l'enfant est tellement content. Maman, j'ai fait du caca. Alors, quand l'enfant lâche et salit l'air, elle dit que l'enfant est content. Si c'est son papa qui le fait, l'enfant va commencer par applaudir son papa. Ah bon? Ou bien sa maman. C'est très bon de faire ça, de jouir de ça. Alors, si l'enfant est fixé en ce moment, certains enfants n'arrivent pas à couper les urines sur la natte. Oui. Certains enfants sont fixés au sein de leur maman. Quand l'enfant est fixé au sein de sa maman, c'est que la maman va dire que le sevrage va commencer, mais l'enfant ne pourra pas facilement se laisser sevrer. Alors l'enfant va commencer par téter les doigts pour pouvoir compenser ça. Il y a des jeunes qui têtent jusqu'en classe de terminale ou en classe de seconde première. Et c'est à l'âge là, quand les amis vont commencer par se moquer, que l'enfant va se rendre compte réellement qu'il a été fixé. Alors, il y a plein de trucs, dans le développement, si des problèmes surgissent dans le développement, peut-être du côté de la maman ou du côté du papa, et que l'enfant ne suit pas bien, n'arrive pas bien passer les étapes dans son développement, l'enfant est fixé. Et quand l'enfant est fixé à l'âge de la petite enfance, à l'âge adulte, il va avoir de la répulsion pour pouvoir dire que je vais revenir pour vivre ça convenablement avant d'atteindre l'âge adulte, avant de vivre les moments agréables ou désagréables de l'âge adulte. D'accord. Alors, on va passer maintenant sur un autre point. On va parler de l'âge de raison. On entend souvent parler de l'âge de raison. À quoi cela correspond? Alors, nous sommes en train de parler du développement. Oui. Alors, je crois que c'est selon Jean Piaget. Il a scindé le développement de l'enfant en 4 étapes. En 4 étapes. Et le 4e étape, ça va commencer à partir de 11 ans jusqu'à l'âge adulte. 11 ans. 11 ans. C'est selon Jean Piaget. D'accord. Chacun a sa classification. Donc, il y a plusieurs classifications. Il y a plusieurs classifications. La classification de Freud est différente de ce que Jean Piaget a fait. Ok. On continue avec Piaget. D'accord. Alors, Jean Piaget, il a dit que c'est l'étape formelle. L'étape formelle pour Jean Piaget, l'étape formelle dans le développement de l'enfant, c'est l'étape là où l'enfant arrive à distinguer, à raisonner, à aller, à parler avec la logique. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, aujourd'hui, il sait que ça, c'est le micro. Il sait que ça, c'est le micro. Alors, il voit ça, c'est micro bleu, ça, c'est micro rouge. Oui. D'accord. Avec quoi on a fait ce micro? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi ça sort de l'autre côté? Mais l'enfant, il sait que ça, c'est le micro, mais il ne sait pas. Donc, il va commencer par te questionner. Il n'y a pas encore la vraie raison. La logique n'est pas encore là. Alors, la logique va commencer pour Jean Piaget. La logique va commencer à partir de 11 ans. Alors, déjà, à 11 ans, on peut dire que l'enfant atteint l'âge de la raison, où l'enfant va raisonner, l'enfant va te critiquer sur des points vraiment. Tu vas dire, mais comment est-ce que l'enfant là, il a trouvé ça où? Est-ce qu'on peut dire que c'est en ce moment que l'enfant devient un être discernant? Mais ça dit que c'est le discernement, ça a commencé depuis. Ça commence depuis. Ça commence depuis. Le discernement, ça commence depuis. Ça dit que, qui parle du discernement, quand je prends l'enfant de 3 ans, qui a déjà, qui vit le complexe d'Oedipe. Oui.
déjà vers 4 ans, l'enfant va savoir, avec l'interaction avec ses parents, l'enfant saura que, réellement, ça, c'est ma maman. Et ça, c'est mon papa. L'enfant est en train de faire le discernement. Je prends un enfant de 6 mois qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore le langage. L'enfant sait que ça, c'est un étranger. Ça, ce visage-là, je ne le connaissais pas avant. Alors, on ne peut pas dire que c'est à 11 ans ou à 12 ans que le discernement commence. Donc, ça veut dire que le discernement précède le raisonnement. Le raisonnement. Chacun a le discernement. Déjà, un enfant qui est né aujourd'hui, il sait que maintenant, là, je ne suis plus dans le ventre de ma maman. Il ressent cette chaleur-là de l'extérieur. Alors, il vit ça. Mais l'enfant de 11 ans, l'enfant de 12 ans, qui aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est maintenant qu'il saura que non, ça, je ne le connaissais pas avant, ça, je le connaissais avant. Donc, le discernement, tout ça, ça fait partie de la raison, du raisonnement. Mais en réalité, pour dire que la logique atteint le cerveau de la personne, c'est vers l'âge de 11 ans, 12 ans. D'accord. Maintenant, entre le raisonnement, encore appelé la logique, et le discernement, ces deux éléments, où se situe la conscience de l'enfant? D'accord. Alors, la psychologie de l'enfant, c'est tout ce qui étudie le développement du subconscient et de la conscience. Subconscient et conscience. Et conscience. Alors, quelqu'un qui fait la psychologie de l'enfant, qui étudie la psychologie de l'enfant, il étudie tous les événements qui sont dans on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, réellement, il y a la conscience hier. Ou bien, ça, c'est le subconscient. Ou ça, c'est la conscience. C'est tous les actes que l'enfant pose. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Il y a les événements du subconscient, les événements dont l'enfant n'est pas vraiment conscient. Et ça qu'on met dans le subconscient. Et les événements que l'enfant fait de façon consciente. Et que la personne qui est devant, la maman, le papa, la soeur, le frère, qui est là, il saura que s'il a fait la psychologie, il saura que la réaction de cet enfant-là veut dire ça. C'est-à-dire qu'on va à la source. La psychologie va plutôt à la source de l'acte que la personne pose. De façon consciente ou de façon inconsciente. La personne a posé un acte et la psychologie s'occupe de ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actes subconscients et d'actes conscients qu'un enfant peut poser? D'accord. Et un enfant, souvent, qui, dans la nuit profonde, il pleure. Dans la nuit profonde, il pleure. Oui, il pleure. Ou bien l'enfant est là, et puis un instant peu, l'enfant il se retire du groupe. Il va s'isoler, il va se mettre à l'écart. On ne l'a pas tapé, on ne l'a pas frappé, on ne l'a pas grondé. Pourquoi il fait ça? Est-ce que dans ce cas, on ne va pas plutôt parler de troubles? Troubles sociaux? Mais les troubles, quand tu parles de troubles sociaux, c'est des états anormaux. Que l'enfant, c'est des réactions anormaux qu'il y a dans l'enfant. Et que l'enfant ressort de façon comme ça, visuelle, et que les gens voient. Mais l'enfant, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as? Il te répond. Il ne va pas te répondre. Puisque dans la définition que j'ai donnée maintenant, je n'ai pas parlé de troubles. Oui. Je n'ai pas parlé de dysfonctionnement. J'ai dit simplement que la psychologie s'occupe du développement du subconscient. C'est l'étude du développement du subconscient, de la conscience de l'enfant. Donc, dans le développement, il y a l'équilibre. Dans le développement, il y a l'assimilation. Dans le développement, il y a l'accommodation. Et il y a le chien. C'est-à-dire que quand tu étudies le cerveau de l'enfant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau. Il y a les connexions, il y a les schémas qui se dessinent, il y a les connexions qui se font, tout ça là. C'est un peu complexe, mais c'est compréhensible. Puis quand tu suis l'enfant,
tu sauras qu'en ce moment, l'enfant est en train de faire ressortir des choses que sa bouche ne peut pas dire, qu'il a vécu de façon inconsciente, mais qu'il fait sortir, qu'il est en train de faire sortir. Alors, parlons du monde de l'enfant. Si par exemple on se met dans la tête d'un enfant, dans la vie d'un enfant, comment est-ce qu'un enfant voit le monde? Est-ce qu'il l'appréhende de la même manière que les adultes? Je vais dire que le monde de l'enfant est différent du monde des adultes. C'est-à-dire que pour l'enfant, aujourd'hui, le monde, c'est là où il y a beaucoup de gens. C'est le monde là, c'est là où il y a que les enfants. Et quand l'enfant te voit, l'enfant pense que, à une étape donnée, l'enfant pense que la manière dont il conçoit, la manière dont il ressent, c'est comme ça que tous les gens qui l'entourent, ils ressentent ces choses-là de la même manière. L'égocentrisme, ça viendra dans le développement de l'enfant. L'égocentrisme viendra. Et quand l'enfant exprime ça, il sait que, il dit que le monde là, tout lui appartient. C'est-à-dire que tout ça là, ça doit se centrer sur lui. Et il se voit toujours, le numéro 1, il se voit comme sur une grande montagne et que personne ne peut l'atteindre. Mais quand l'enfant te voit, quand l'enfant voit ce monde-là, l'enfant qui est à l'école, l'enfant qui interagit et qui est en préscolaire par exemple, et l'enfant sait que ce jouet-là, c'est pour lui. Et que normalement, l'autre aussi devait avoir son jouet à lui. Son jouet, c'est son jouet. Quand l'enfant est assis sur cette chaise, ça c'est pour lui. Personne ne peut plus venir là-bas. Sinon, il y aura la bagarre. Il va avoir la bagarre. Et c'est pourquoi on dit qu'au préscolaire, les enfants apprennent à protéger leur cercle. Les enfants apprennent à s'affirmer. Parce qu'ils sauront que le monde qu'ils concevaient depuis la maison, ce n'est plus ce monde-là ici. Ici, c'est différent. Donc, pour l'enfant qui n'est pas encore sorti de son monde, où il y a papa, maman, la grande famille, c'est ces gens-là qui connaissaient. Ce sont eux qui seulement qui existent. Alors, peut-être il sait à peu près la manière, la réaction de chacun, et il fait ses caprices par rapport à tout ça là. Oui, il a même des préférences. Voilà. Maintenant, quand il sort de la maison, dès que l'enfant sort, vous voyez que le monde, la manière de la conception du monde de l'enfant, ça dépendra du milieu dans lequel l'enfant vit, de son environnement. Donc, à chaque fois qu'il y a un environnement équilibré ou hostile, l'enfant s'adapte par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'il le conçoit et c'est comme ça qu'il le vit. Mais un adulte, il sait que, ça là, je ne dois pas vivre comme ça. Je ne dois pas raisonner comme ça. C'est bien vrai que je suis dans ça. Mais moi, je dois me démarquer. Ce n'est pas la même chose au niveau des enfants. Pour eux, c'est différent. Très différent. Oui. Alors, est-ce que la psychologie des petites filles est différente de celle des petits garçons? La psychologie, c'est la psychologie. Donc, ils voient les choses de la même manière quand ils sont petits. La psychologie, c'est la psychologie. Puisque quand on va étudier les stades de développement, on ne peut pas dire que pour les filles, c'est à part, pour les garçons, c'est à part. La psychologie des enfants, c'est la psychologie des enfants. La psychologie des adultes, c'est la psychologie des adultes. Alors, on va parler maintenant de l'apprentissage des enfants. Selon vous, quelle est la meilleure façon d'apprendre ou d'éduquer son enfant? Est-ce qu'il faut le laisser apprendre de ses erreurs ou le guider? Dès les premiers instants, quand il est encore très petit. Ok, je disais que l'apprentissage a principalement 3 étapes, ou 4. Il y a l'assimilation, l'accommodation, l'équilibre et les schèmes. Les schèmes? Oui. C'est-à-dire que les schémas qu'on va concevoir. D'accord. Alors, l'assimilation, l'enfant apprend par assimilation. L'enfant qui est au sein, on lui donne le sein. Il a commencé par téter. Quand il prend, il voit que c'est doux. C'est agréable sur la langue. Alors, à chaque fois qu'on va lui donner le sein, il sait que ça c'est agréable. Alors, il assimile. Maintenant, il n'est pas encore accommodé. L'accommodation,
c'est que l'enfant, il sait que ça là, le goût là, il le sait. Et à chaque fois qu'une nouvelle chose va arriver, il va vouloir l'accommoder à ce qu'il avait avant. Ok. Exemple, un enfant qui a déjà vu l'image d'un chien. Dans sa tête, il a accommodé, il a équilibré. Et il a ce schéma dans son cerveau, à quelque part là-bas. Quand l'enfant n'a jamais vu le mouton, par exemple, ou bien la chèvre, il sait qu'il a déjà vu un animal à 4 pattes qui a les poils. Alors, quand l'enfant va voir la chèvre, peut-être, il peut dire que « Maman, j'ai vu un chien. » Un chien? Oui. Ah, ok. Parce que dans sa tête, il avait déjà accommodé, équilibré l'image du chien. Oui. Alors aujourd'hui, chaque enfant apprend par assimilation, l'accommode, l'équilibre et dessine un schéma. C'est pourquoi on dit qu'un enfant peut apprendre jusqu'à 4, 5, 6 langues si on le met dans les conditions. Parce que le cerveau, les connexions dans le cerveau sont en train de se faire. C'est comme un maçon qui va construire. Ouais. La fondation qu'il donne à la construction, c'est sur ça qu'on va construire. Alors, chaque enfant aujourd'hui qui veut apprendre dans la famille, tout ce qu'on fait, soit on lui dit, dès qu'il est en train de voir, il est en train d'assimiler. Alors, l'acte là, quand l'acte là est apprécié, ou bien l'acte là est approuvé par ceux qui l'entourent, ceux qui entourent l'enfant, l'enfant dit que, ah, ça c'est très bon. Alors, je peux l'intégrer. Alors l'enfant accommode. Exemple, l'enfant est au sein et il est en train de téter et il met ses dents sur le mamelon de sa maman. Oui. Maman dit, ah, c'est bon, hein. Demain, il va encore le prendre. Ah bon? Mais quand maman dit, aïe! Ah bon? Donc, dans sa tête en même temps, quand on tète et on met la dent, ça fait mal. Et puis encore, maman le tape. Ça veut dire que l'acte là que l'enfant a fait, l'acte n'est pas approuvé. L'enfant apprend comme ça. Donc, l'assimilation, tu vois l'assimilation et l'accommodation. Assimilation, accommodation et équilibre. Et après, le schéma. L'enfant fait le schéma en tête. Et à chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle chose, il va essayer de comparer les nouvelles choses qu'il est en train de voir, les nouvelles choses qu'il est en train d'apprendre avec les choses qui existaient et qu'il a déjà conçu des schémas dans sa tête. Souvent, à la maison, on dit quand l'enfant veut mettre la main dans le feu, il ne faut pas lui interdire. Il faut le laisser lorsqu'il va se brûler. Il va comprendre et il ne va plus refaire. Ouais. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Je crois que c'est bien. Parce que ça, c'est les expériences de la vie. L'environnement. Il y a des choses que l'environnement exige à des gens qui vivent dans cet environnement-là. Alors, exemple, c'est un exemple que nos grands-parents qui n'ont pas fait la psychologie, ils ont toujours dit ça. Que l'enfant, et chez nous-mêmes, en psychologie, quand tu es devant les enfants, il faut apprendre aux enfants à faire leur propre expérience des choses. Quand l'enfant est en train de faire l'expérience de ces choses-là, mais on exige aux parents de toujours surveiller les enfants. Ça dit que l'enfant fait l'expérience avec peut-être ce bic-là. L'enfant a pris ce bic et puis il est en train de faire des graffitis sur des feuilles de papier, tout ça là. Il est en train de faire les expériences. Mais les parents m'ont dit, non, ne fais pas, non, ne fais pas, non, ne fais pas. On est en train de frustrer l'enfant. Donc il faut le laisser. Il faut le laisser. Quand l'enfant va faire et puis il va voir le résultat, il saura que ça, bon, ça n'apporte vraiment rien. Mais il a déjà intégré dans sa tête que quand on prend un bic, on peut écrire. Quand on fait comme ça laisse des traces. Ça, c'est un. L'enfant qui va vers le feu. L'enfant a vu le feu, il ne sait pas de ce qui est fait le feu. Ouais. Le feu est en train de brûler. Alors l'enfant s'approche du feu pour voir ce qui est. Quand le feu va le brûler, demain, il n'ira plus là-bas. Parce qu'il sait que ça là, on ne blague pas avec. Mais
Nos grands-parents disent, quand l'enfant va vers l'eau, il faut le renvoyer. Parce que l'eau ne fait pas comme le feu. Alors, c'est pourquoi on dit, il faut surveiller les enfants. Et si tu ne surveilles pas l'enfant, il faut laisser l'enfant apprendre dans l'enfance. Et laisser l'enfant apprendre dans l'enfance. Parce que quand il va grand, il y a certaines expériences qu'il ne pourra plus revenir faire. Ça devient des répulsions à l'âge adulte. Donc, pour le reste de son éducation, est-ce que, par exemple, si l'enfant, en grandissant, en étant adolescent, il veut tenter certaines substances, mener une certaine vie, on se dit, ok, on le laisse, lorsqu'il va tomber, il va apprendre de ses erreurs, ou malgré tout, on reste et puis on joue au gardien derrière lui, on le poursuit, on lui interdit les choses. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a la psychologie qui s'occupe de l'enfant, de son développement, et la psychologie des adolescents. La psychologie des adolescents est carrément différente de la psychologie des enfants. Où se trouve la différence? L'enfant qui passe bien ces étapes de développement dans son enfance, il va vivre bien son adolescence. Carrément. Mais l'enfant qui vit dans une famille, et la famille est dysfonctionnelle, c'est une famille dysfonctionnelle, le système est tellement dysfonctionnel, l'enfant va mener des actions dans son adolescence qui seront des actions qui ne font que répondre à ce qu'il avait vécu dans son enfance. C'est des réponses. Alors, quand on va se mettre pas à dire que laisser l'enfant, lorsque l'enfant aura 12 ans, 13 ans, et il veut faire des expériences, il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris ça dans son enfance. Donc, l'enfance, l'étape de l'enfance est très, très, très primordiale dans le développement, dans l'apprentissage vers l'âge adulte. Un enfant qui fausse son enfance va avoir des problèmes dans son adolescence et ces problèmes vont ressurgir et ces problèmes vont se faire voir à l'âge adulte. Oui, donc il faut le laisser vivre. Parlons des problèmes. Il y a des enfants qui assistent ou bien vivent des événements traumatiques. Comment est-ce qu'ils réagissent à ces événements-là en tant qu'enfants et comment, en tant que parents, les aider à traverser cette période? Ok. Le traumatisme, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver demain. Oui. On ne peut pas prévoir ce qui va arriver en 2 ou 3 heures sur la route. L'accident peut arriver à n'importe quel moment. Les chutes, les événements auraient pu arriver à n'importe quel moment. Alors, ça dépend de comment l'enfant est préparé à affronter cette situation. Un enfant qui a été toujours surprotégé, la manière dont il va vivre les éléments traumatisants, ces événements traumatisants, va être différent d'un enfant qui n'a pas été vraiment protégé, mais il a vécu, il avait une vie normale. Ça sera différent. Alors, un enfant qui a vécu et qui a eu une famille vraiment où la discipline et l'amour ont été de pair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de discipline, il n'y a pas trop d'amour, tout était vraiment équilibré. L'enfant, la manière dont il va exprimer, ça va être différent de l'enfant qui a vécu dans une famille vraiment rigide et qu'il n'y avait pas, absent de l'amour. La manière dont l'enfant va réagir face à ces événements traumatisants, ça va être différent. Alors, imaginez qu'un enfant qui a perdu ses parents et quand il avait 3 ans et il n'a plus trouvé personne et qui a joué le rôle de maman. D'accord? Oui. L'événement, c'est un événement traumatisant. L'enfant a perdu sa maman. La maman n'est plus. Oui. Alors, quand l'enfant sort, la manière dont les autres font avec leur maman, lui, quand il rentre à la maison, il voit qu'il ne vit pas ça. C'est traumatisant pour lui. Quand l'enfant aura 12 ans, 13 ans, 14 ans, et que quelqu'un va perdre sa maman, il n'a pas eu autre maman. Il a seulement vécu avec son papa qui a joué les deux rôles. Quand quelqu'un va lui dire demain qu'il a perdu sa maman, la manière dont il va appréhender sera différente de quelqu'un qui
a perdu sa maman et il y a eu une autre figure autour de lui pour lui dire que non, c'est bien vrai que ta maman n'est plus, mais nous sommes là. Tu peux nous faire confiance. Donc les événements dépendent de la situation, de l'environnement dans lequel l'enfant a vécu et a grandi. D'accord. Alors, en tant que parent, si on est parent, on est tuteur d'un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire, quel comportement il faut adopter pour que cet enfant-là grandisse dans un cadre heureux et épanouissant? Alors, j'invite premièrement les parents à se connaître d'abord. Se connaître d'abord? Oui, tu dois connaître ton histoire de vie. Et si ton histoire de vie est parsemée des événements et vraiment malheureux, il faudrait que tu passes par la guérison d'abord toi-même. Et c'est le fait de te guérir toi-même qui va te rapprocher plus de ton enfant. Parce qu'un parent, un tuteur qui a un enfant, il revit son enfance à travers son enfant. Il revit son enfance à travers son enfant. Mais il y a des parents qui refusent de revivre leur enfance à travers les enfants. Tu vas voir qu'il va avoir une relation dysfonctionnelle ou bien une relation rigide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette paix-là, il n'y aura pas cette convivialité dans la famille. Alors, à chaque parent qui nous écoute aujourd'hui, s'ils ont des enfants et que l'interaction n'est pas ça, il faudrait qu'eux-mêmes passent par cette étape de guérison d'abord. Ils doivent guérir de leurs mots et de leur passé. De leur passé. De leur traumatisme aussi. Oui. Parce que quand on dit passé, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont germé, qui ont produit des fruits. Oui. Alors, c'est ça seulement qui va les rapprocher plus de leurs enfants, afin qu'ils puissent les écouter. Sinon, les enfants, on peut les aider à bien former leur cerveau. On peut les aider à bien former leur cerveau aujourd'hui. Et demain, ça va produire des fruits et de bons fruits. Alors, vous allez nous donner une ou deux astuces pour pouvoir comprendre et cerner son enfant. Alors, comprendre et cerner. Oui, surtout cerner. Une ou deux astuces pour cerner son enfant, voir comment son enfant réfléchit. Alors, je demande aux parents d'observer. Observe ton enfant. Quand il dort, observe. Quand il sourit, les événements qui arrivent, il faut l'observer. Et il faut l'écouter. Il faut l'écouter sans le juger. Il faut être là pour l'enfant de 3 ans. Pour l'enfant de 1 an, par exemple. Mais on est aux petits soins. Les parents sont aux petits soins. Surtout la maman. Même si le papa n'est pas là, maman est toujours aux petits soins. Pourquoi à l'âge de 3 ans, ça diffère? Pourquoi on n'est plus là? On le laisse là et puis on s'en va. Il faudrait que chaque parent puisse avoir un temps d'écoute, un temps de convivialité, un temps d'échange intense avec son enfant. Ça va lui permettre d'avoir toujours confiance en toi. La confiance se cultive au bas âge. C'est ça. Ça, c'est l'astuce 1, l'observation et l'écoute. Donc, l'observation et l'écoute. Observation et l'écoute. D'accord. Je pense que les auditeurs l'ont noté. L'observation et l'écoute. Merci pour les astuces. Oui. Merci pour les conseils que vous avez donnés. Vous êtes, je rappelle, Désiré Adjama Koko. Oui. Vous êtes psychologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi prochain, autant pour moi, à 11h pour un nouveau numéro de votre émission. Et nous, d'ici là, portez-vous bien et à très vite.